Le 17 janvier 1950, à Boston, le froid s'accroche aux murs de briques et aux rues étroites de North End comme une seconde peau. La nuit tombe tôt en cette saison, et avec elle vient cette impression particulière propre aux grandes villes d'hiver. Tout semble encore vivant, mais tout se referme lentement. Les vitrines s'éteignent une à une. Les passants accélèrent le pas. Les véhicules se font plus rares. Et dans un bâtiment discret, robuste, peu spectaculaire vu de l'extérieur, on s'apprête à vivre l'un des braquages les plus méthodiques de l'histoire américaine. Pourtant, à cet instant précis, rien ne le laisse deviner. Rien, sinon peut-être cette vérité presque invisible. Les crimes les plus redoutables ne commencent pas dans le fracas, mais dans le silence. Le braquage de Brinks n'a pas d'abord été une explosion de violence. Il a été une idée, une obsession, une mécanique patiemment construite, pièce après pièce, jusqu'à devenir presque parfaite. Pendant longtemps, cette affaire a fasciné l'Amérique pour une raison simple. Elle semblait impossible. Impossible par son audace, impossible par sa précision, impossible aussi par le vide qu'elle a laissé derrière elle. Lorsqu'on découvre l'ampleur du butin, lorsqu'on comprend la rapidité de l'opération, lorsqu'on voit l'absence de traces, l'affaire donne immédiatement le vertige. Et ce vertige est encore plus fort lorsqu'on réalise que les hommes qui ont commis ce vol ont presque réussi à disparaître définitivement avec leurs secrets. Presque. Car ce n'est pas la police, ni la science, ni le hasard pur qui finiront par briser cette forteresse de silence. Ce sera autre chose. Quelque chose de bien plus humain, la rancœur, la peur, la trahison. Mais avant cela, avant les aveux, avant les arrestations, avant même le soir du braquage, il faut revenir à la naissance du projet. À la fin des années 1940, dans le Massachusetts, Anthony Fats Pinault observe. Il n'est pas un amateur, ce n'est pas un petit voleur rêvant d'un coup unique. C'est un homme du milieu, déjà familier de la criminalité organisée, suffisamment patient pour comprendre qu'un grand vol ne se commet pas en force, mais en connaissance. Et ce qu'il regarde, ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est un système. La société Brinks, spécialisée dans le transport et la sécurisation de fonds, est alors un symbole de fiabilité. Son nom inspire la protection, la rigueur, la solidité. On y entrepose de l'argent liquide, des chèques, des titres, beaucoup d'argent. Et pour un esprit comme celui de Pinault, cette abondance n'a rien d'abstrait. Elle devient rapidement une obsession concrète. Si cet argent existe, il pense qu'il doit bien exister un moyen de le prendre. Mais ce type de crime ne se conçoit pas seul. Pinault le sait. Il va donc réunir autour de lui un groupe d'hommes aux profils différents, mais complémentaires. Certains savent se déplacer sans attirer l'attention. D'autres savent observer, attendre, mémoriser. D'autres encore sont capables de tenir sous pression, d'exécuter exactement ce qu'on attend d'eux sans improviser. Au fil du temps, l'équipe se forme. Joseph McGuinness, Joseph Specs O'Keefe, Stanley Gucciora, Adolphe Maffei, Michael Vincent Guigan, Henry Baker, Vincent G. Costa, Thomas Francis Richardson, Joseph Banfield, James Ignatius Faherty. 11 hommes au total si l'on compte Pinault lui-même. 11 hommes qui vont passer de l'idée à la méthode. Ce qui rend le braquage de Brinks si troublant, ce n'est pas seulement le vol lui-même, c'est la qualité de la préparation. Pendant des mois, le groupe étudie le bâtiment, les routines, les accès, les temps morts, les habitudes du personnel, les procédures de sécurité. Les camions sont observés, les gardes sont repérés, les horaires sont mémorisés. Il ne s'agit pas de regarder une fois ou deux. Il s'agit de comprendre comment fonctionne la machine jusqu'à savoir où elle peut céder. À un moment, les membres du groupe vont même jusqu'à retirer discrètement des cylindres de serrure pour en faire des copies parfaites. Ils obtiennent aussi, d'une manière ou d'une autre, des informations sur les plans de protection du bâtiment. Plus le temps passe, plus le projet change de nature. Ce n'est plus un braquage, c'est une opération. Une opération répétée mentalement et physiquement jusqu'à devenir presque mécanique. Des répétitions sont organisées, les rôles sont distribués, les entrées, les sorties, les temps de réaction, tout est mesuré. Chacun doit savoir exactement ce qu'il a à faire. Il n'y a pas de place pour l'héroïsme individuel, pas de place pour l'intuition. Le groupe ne cherche pas le panache, il cherche l'efficacité. Et déjà, dans cette logique, se dessine le paradoxe du crime parfait. Plus il est ambitieux, plus il exige la discipline de la banalité. Lorsque le jour approche, un dernier problème se pose. Comment entrer sans être reconnu ? Comment repartir sans laisser derrière soi de traces exploitables ? La réponse, là encore, est méthodique. Les hommes porteront des gants, des manteaux sombres, épais, peu distinctifs,
des casquettes de chauffeurs et surtout des masques d'Halloween. Le détail pourrait paraître presque grotesque s'il n'était pas aussi intelligent. Le masque détruit le visage, il empêche la mémoire visuelle de se fixer. Il transforme l'humain en silhouette. Plus tard, c'est exactement ce que ressentiront les témoins. Une présence violente, rapide, mais presque sans identité. Le soir du 17 janvier 1950, tout se met enfin en place. Il est environ 19h30. La ville, sans le savoir, va entrer dans l'histoire criminelle américaine. 7 hommes vont pénétrer dans le bâtiment, 2 autres assureront les véhicules de fuite, un autre fera le guet, et un autre, Joseph McGuinness, aura un rôle plus subtil encore, ne pas être là. Il s'est construit un alibi. Il dîne publiquement, à distance, en présence d'un détective de la police de Boston. Ce détail est capital. Dans une opération déjà si bien préparée, l'idée même de l'absence devient un instrument. Le signal est donné. Les hommes entrent. À l'intérieur, les employés de Brinks ne comprennent pas immédiatement ce qui se passe. Mais tout va très vite. Les braqueurs contrôlent l'espace avec une précision presque froide. Les employés sont plaqués au sol, ligotés, bâillonnés avec de la corde et du ruban adhésif. Les armes sont visibles, mais peu utilisées. Le pouvoir de la scène suffit. La peur immobilise plus vite qu'un coup. En quelques minutes, les voleurs atteignent les zones clés. Ils savent où aller, ils savent quoi prendre, ils ne cherchent pas, ils exécutent. Puis vient le moment qui fait entrer ce vol dans la légende. En environ 21 minutes, les hommes repartent avec 1218, 211 $ et 29 cents en liquide, ainsi que 1557 183 $ et 83 cents en chèques et titres. Une somme gigantesque pour l'époque. Le plus grand braquage de liquidité jamais commis aux États-Unis. Pas une improvisation, pas un chaos. Une sortie propre, presque nette, presque abstraite. Mais un crime aussi bien exécuté n'est jamais totalement à l'abri du réel. Un détail manque de tout faire basculer dès la sortie. Un employé de garage manque de les voir. C'est un instant bref, fragile, de ceux qui séparent les chefs-d'œuvre criminels des fiascos. Pourtant, le groupe s'échappe. Les véhicules repartent. La nuit referme la scène. Et lorsque l'alerte est finalement donnée, le vide est déjà complet. Les hommes ont disparu. Dès le lendemain, les journaux s'emparaient de l'affaire. Les mots sont énormes. Les manchettes frappent fort. Le public découvre l'ampleur du vol avec cette fascination particulière réservée aux crimes qui défient à la fois la loi et l'imagination. Le braquage de Brinks devient immédiatement plus qu'une affaire policière. Il devient un récit national. Une démonstration glaçante de ce qu'un groupe organisé peut faire au cœur même d'un système réputé inviolable. La police de Boston et le FBI lancent une enquête massive. Interrogatoire, perquisition, surveillance des criminels connus, recoupement. Tout le milieu est passé au crible. Mais presque immédiatement, les enquêteurs se heurtent à une réalité dérangeante. Il n'y a presque rien, aucun visage fiable, aucune empreinte exploitable, peu de témoins, très peu de traces directes. Ceux qui ont mené l'opération connaissèrent le bâtiment, les procédures, les temps. Trop bien, pensent certains. On parle alors d'un possible coup interne, d'une aide venue de l'intérieur. Mais là encore, aucune preuve solide ne vient confirmer cette intuition. Puis apparaissent en quelques indices, isolés, fragiles. Un revolver est retrouvé près de la Mystic River. Les analyses concluent qu'il a été utilisé lors du braquage. Plus tard, dans une décharge, on découvre les restes d'un camion Ford Stake Body de 1949. Le véhicule a été méthodiquement détruit, découpé au chalumeau, son moteur fracassé à la masse, comme si quelqu'un avait voulu effacer jusqu'à la possibilité même d'une enquête mécanique. Et ce détail devient encore plus troublant lorsqu'on apprend que 2 membres du futur groupe identifié vivent non loin de cet endroit. Mais l'enquête reste pourtant bloquée. Car les indices existent, oui, mais sans confession, sans témoin, sans lien direct complet. Ils n'offrent pas l'architecture suffisante pour faire tomber les responsables. Les années passent, et avec elles, l'affaire change de visage. D'abord brûlante, elle devient un dossier lourd, presque mythique, le crime du siècle, le crime parfait. La légende gonfle à mesure que la justice piétine, et plus le temps passe, plus la prescription approche. Les enquêteurs le savent, les coupables aussi. Si rien ne cède avant l'échéance, le braquage basculera de la criminalité à l'impunité légale. C'est là que la structure apparemment parfaite du groupe commence à se corroder. Car un grand braquage n'est jamais seulement une question d'entrée et de sortie, c'est aussi une question d'après. Comment se partage l'argent? Comment se partage le silence? Comment vit-on avec un secret aussi lourd sans commencer à soupçonner les autres? Très vite, l'équipe se fragmente, les frustrations montent. Le partage du butin crée des rancœurs, certains se sentent lésés, d'autres craignent d'être sacrifiés. Dans les crimes collectifs,
Le danger n'est pas seulement la police, c'est la mémoire. Chacun sait quelque chose sur chacun, chacun sait ce que les autres risquent de dire. Au centre de cette lente désagrégation se trouve Joseph Specs O'Keefe. En 1956, O'Keefe est déjà derrière les barreaux pour une autre affaire. Il rumine. Il pense à l'argent qu'il n'a pas assez reçu. Il pense aux années qui passent. Il pense aussi, selon ses dires, à ceux qui pourraient vouloir le faire taire définitivement. On raconte qu'un tueur aurait été engagé pour le supprimer. Vrai ou non, peu importe presque. Ce qui compte, c'est que lui y croit. Et lorsqu'un homme commence à croire qu'il sera éliminé par ceux qui l'a aidé, le silence cesse d'être un pacte. Il devient une condamnation. Le FBI résumera plus tard son état d'esprit avec une lucidité brutale. O'Keefe comprend qu'il risque de finir sa vie en prison pendant que les autres profitent encore du luxe acheté avec l'argent du braquage. Et s'il sort, pense-t-il, sa vie sera probablement courte. À partir de là, quelque chose bascule. Non dans l'enquête, mais dans la psychologie du groupe. Le crime parfait ne va pas être détruit par une preuve nouvelle. Il va être détruit par une vérité très ancienne. Les groupes criminels résistent à la police plus longtemps qu'ils ne résistent à la peur. En janvier 1956, à quelques jours de l'expiration du délai de prescription, O'Keefe parle. Il donne tout, les noms, les rôles, les préparatifs, la méthode, les détails que seule une personne de l'intérieur pouvait fournir. En quelques jours, le mythe du crime parfait change de nature. Il ne s'agit plus de savoir si la police trouvera un jour les coupables. Il s'agit désormais de les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Les autorités réagissent rapidement. Le 12 janvier 1956, 6 membres du gang sont arrêtés presque simultanément. D'autres prennent la fuite. Faherty et Richardson disparaissent un temps et sont placés sur la liste des fugitifs les plus recherchés du FBI avant d'être capturés le 16 mai 1956. Le grand filet finit par se refermer. Au procès, 8 hommes comparaissent. Ils sont condamnés. Plusieurs reçoivent la perpétuité, même si certains seront plus tard libérés sur parole. McGuinness, lui, mourra en prison. 2 autres membres du groupe meurent avant même de pouvoir être jugés. O'Keefe, en échange de sa coopération, bénéficie d'une relative clémence et devient le témoin vedette de l'accusation. Sur le papier, l'affaire est donc résolue. Le braquage de Brinks n'était pas parfait. Il a été déjoué. Le système a fini par gagner. Mais cette conclusion est seulement administrative. Car dans les grandes affaires criminelles, la résolution judiciaire n'efface pas toujours le mystère. Et ici, le plus grand d'entre eux demeure entier. Où est passé l'argent ? Une partie du butin a bien été récupérée, à Boston, à Baltimore, par fragments, par morceaux. Mais plus de 1,1 million de dollars restent introuvables. Une somme colossale pour l'époque. De quoi nourrir pendant des décennies les rumeurs les plus tenaces. Certains affirment que l'argent a été enterré dans les collines au nord de Grand Rapids, dans le Minnesota. D'autres pensent qu'il a été dispersé, recyclé, dissous dans d'autres circuits. Aucune piste ne sera jamais confirmée. Et c'est là, peut-être, que l'affaire retrouve sa puissance de fascination. Car tout n'a pas été récupéré, tout n'a pas été compris. Une partie du braquage est encore dehors. Avec le temps, le braquage de Brinks est devenu un objet de culture populaire. Il a inspiré des livres, des enquêtes, des films, dont The Brinks Job en 1978. Mais derrière la légende du grand casse américain, il reste quelque chose de plus intéressant encore qu'un simple exploit criminel. Une leçon. Le braquage de Brinks montre qu'un crime peut être presque parfait sur le plan technique et pourtant profondément vulnérable sur le plan humain. On peut neutraliser les serrures, surveiller les rondes, détruire les armes, découper les véhicules, contrôler les témoins. On ne contrôle pas aussi facilement l'amertume, le ressentiment, la peur de mourir oublié pendant que les autres s'enrichissent. Et c'est peut-être cela au fond qui rend cette affaire si durable. Elle ne raconte pas seulement comment 11 hommes ont défié l'un des systèmes de sécurité les plus solides de leur époque. Elle raconte comment le crime le plus méticuleux peut porter en lui sa propre défaite. Non pas dans l'enquête, non pas dans la procédure, mais dans les hommes eux-mêmes. Car parfois, la faille n'est pas dans le coffre, elle est dans le pacte.